Théo Morel s'était rarement autorisé à respirer. À 41 ans, son nom s'imposait dans le monde feutré de la haute technologie française comme celui d'un visionnaire intransigeant, mais profondément solitaire. Il avait bâti un empire numérique, révolutionné des marchés, captivé des investisseurs. Pourtant, lorsqu'il annonça à son conseil d'administration qu'il prenait un congé sabbatique d'une durée indéterminée, personne ne sut quoi répondre, pas même lui. Le monde des affaires pensa à un burn-out discret. Les tabloïds parisiens évoquèrent un scandale imminent, voire une fuite stratégique. Mais la vérité était plus simple. Théo en avait assez. Assez des présentations en salle vitrée, des chiffres projetés en hologramme, des discussions sur le futur de l'humanité menées entre deux coupes de champagne. Il voulait du silence, de l'air froid, des murs qui n'étaient pas bardés d'écrans. Il voulait se souvenir de ce qu'il était, avant tout cela. Il choisit alors de retourner à l'endroit qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Le vieux domaine familial, niché entre les collines boisées de l'Auvergne. Un lieu oublié du temps, que son grand-père lui avait légué avant de mourir. Il s'y rendit seul, sans prévenir personne. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste lui, une valise de cuir brun et une vieille carte routière froissée qu'il retrouva au fond d'un tiroir. Le trajet depuis Clermont-Ferrand fut long. Les routes sinueuses semblaient s'étirer à mesure que la nuit tombait. Quand il atteignit enfin l'entrée du domaine, la vieille grille en fer rouillé était à moitié ouverte, grinçant sous le vent. Le paysage, quant à lui, n'avait pas changé. Les champs s'étendaient à perte de vue. Les arbres paraissaient veiller sur le lieu comme des sentinelles figées. Une brume légère flottait sur les collines, rendant l'air à la fois dense et mystérieux. Théo arrêta la voiture près de l'ancienne grange, coupa le moteur et resta là, immobile, observant la silhouette de la maison principale. Les souvenirs l'assaillirent. Les étés passés à courir pieds nus dans les champs, les odeurs de soupe chaude et de bois humides, le rire rocailleux de son grand-père et la voix douce de sa grand-mère qui l'appelait toujours « mon petit roi ». Tout cela lui semblait venir d'un autre monde, un monde qu'il avait abandonné sans jamais se retourner. Il descendit de la voiture et s'approcha de la maison. La façade, autrefois blanche, portait les marques du temps, la peinture écaillée, les volets pendants, la pierre noircissant aux jointures. Mais quelque chose clochait. Les volets du salon étaient entr'ouverts. Une lumière tamisée filtrait à travers les rideaux. Et plus étrange encore, une odeur de feu de bois flottait dans l'air. Théo fronça les sourcils. Le domaine était censé être vide depuis des années. Aucun locataire n'avait été autorisé à y vivre. Il n'y avait ni gardien ni activité agricole. En théorie, personne ne devait être là. Il monta les marches du perron, hésita un instant, puis posa la main sur la poignée. Elle céda sans résistance. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. À l'intérieur, l'atmosphère était tiède. Le parquet craquait sous ses pas. Il fit quelques mètres, s'arrêtant net dans le couloir. Des dessins d'enfants étaient accrochés sur le mur. Une paire de bottes minuscules traînait près de l'entrée. Une veste en laine, manifestement féminine, reposait sur le dossier d'une chaise. Le silence pesait, troublé seulement par le crépitement lointain d'un feu dans la cheminée. Il avança lentement vers le salon. Et là, il la vit. Assise sur le canapé, une femme d'une trentaine d'années tenait un livre sur ses genoux. 2 enfants, blottis contre elle, dormaient profondément. Elle leva les yeux, croisa son regard et se leva d'un bond, le visage pâle, les traits tirés par la peur et la surprise. Théo, lui, resta figé, incapable de prononcer le moindre mot. La scène avait quelque chose d'irréel, comme s'il avait pénétré dans un rêve qui n'était pas le sien. Il jeta un regard autour de lui. Tout semblait habité, des jouets dans un panier, une tasse de thé à moitié vide sur la table basse, un tapis usé mais propre. Ce n'était plus le domaine de son grand-père. C'était devenu autre chose, une maison, un foyer. Il ouvrit enfin la bouche, la gorge sèche. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les enfants, comme pour vérifier qu'ils ne s'étaient pas réveillés, puis le fixa avec une sorte de calme résolu. « Je m'appelle Clara Dufour, dit-elle. Et vous » Théo n'avait pas prévu cela. Il croyait venir trouver le vide, et voilà qu'il découvrait une vie entière bâtie dans son absence. Rien dans sa préparation minutieuse ne l'avait préparé à ce moment. Pas même les longues années d'improvisation stratégique dans les bureaux parisiens. Il était chez lui. Et pourtant, tout indiquait qu'il ne l'était plus vraiment.
Théo resta debout dans l'encadrement de la porte, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait admis. L'odeur du feu de bois, la chaleur du salon, la présence tranquille de cet inconnu et des deux enfants endormis formaient une scène à la fois intime et déconcertante. Pendant une fraction de seconde, il eut l'impression d'avoir violé l'intimité de quelqu'un d'autre. Pourtant, c'était chez lui. Officiellement, légalement et moralement aussi, pensait-il. Et cette femme n'avait rien à y faire. Clara, toujours debout, se tenait entre lui et les enfants, comme un réflexe protecteur. Ses traits étaient marqués par la fatigue, mais son regard ne tremblait pas. Elle n'avait ni peur ni honte, mais une sorte de dignité silencieuse qui ne passa pas inaperçue aux yeux de Théo. Il observa le salon avec plus d'attention maintenant. Rien ne semblait volé ou saccagé. Au contraire, tout était rangé, propre, ordonné. Les murs avaient été lavés, les vitres aussi. Même les rideaux, visiblement anciens, avaient été recousus avec soin. « Comment êtes-vous entré ici » demanda-t-il d'un ton dur. Clara inspira lentement avant de répondre. « La porte arrière n'était pas fermée. Je ne l'ai pas forcée. Le lieu semblait abandonné. Il n'y avait aucun panneau, aucun nom. J'ai cru qu'il ne servait plus à personne. » Théo serra les mâchoires. Il sentit une colère sourde monter en lui, mais elle n'avait pas encore de direction. Il aurait voulu crier, appeler la police, exiger une explication immédiate. Pourtant, il resta là, immobile, comme figé dans l'incrédulité. Rien dans cette scène ne collait à ce qu'il connaissait du monde. Rien n'était logique. Qui s'installe dans une maison isolée, sans permission, sans papier, avec deux enfants en bas âge, et transforme cet espace en un foyer aussi paisible? Il fit un pas dans la pièce. Les enfants, deux garçons à peine plus âgés que 6 ou 7 ans, dormaient profondément, leur corps détendu, confiant. Théo ne se souvenait pas d'avoir jamais dormi ainsi dans ce domaine. Il se rappelait plutôt les cris d'adultes à l'étage, les disputes entre son père et son grand-père, les absences prolongées de sa mère, et cette sensation permanente d'être de trop. Voir des enfants paisibles dans cette maison lui causait une dissonance étrange, presque douloureuse. « Je vais appeler les autorités, dit-il finalement. Clara hocha la tête, sans protester. « Si c'est ce que vous devez faire, faites-le. Je ne peux pas vous en empêcher. » Cette absence de supplique, cette absence totale de tentative pour le convaincre, le troubla davantage que s'il l'avait vu en larmes. Elle ne cherchait pas à jouer sur la pitié. Elle acceptait, sans résignation, mais avec une forme de lucidité dure et nue. Elle se tourna vers la cheminée, ajouta une bûche, puis se rassit, reprenant le livre abandonné, sans ouvrir à nouveau ses pages. Théo ne bougea pas. Il fixa son téléphone, le serra dans sa main, mais ne composa aucun numéro. Une voix intérieure, celle qu'il avait l'habitude d'ignorer depuis des années, lui soufflait de ne pas agir dans la précipitation. Il recula, sortit du salon, monta l'escalier grinçant et retrouva l'ancienne chambre de son grand-père. Là, tout était resté presque intact. Une épaisse couche de poussière recouvrait les meubles, mais les objets étaient là, figés dans le temps. La radio ancienne, le fauteuil en cuir râpé, et sur la table de nuit, une vieille photographie de lui enfant. Il s'assit sur le lit, le regard vide. Ce retour qu'il avait imaginé comme un moment de reconnexion silencieuse avec ses racines prenait une tournure imprévisible. Il ne comprenait pas comment une telle situation avait pu arriver. Était-ce une erreur du notaire? Une faille administrative? Quelqu'un avait-il loué la maison sans l'en informer? Il avait confié la gestion du lieu à un cabinet local des années auparavant, mais il n'avait jamais vraiment suivi ce qui en était fait. Il avait été trop occupé, ou trop indifférent. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, il redescendit. L'odeur du café s'échappait de la cuisine. Les enfants étaient déjà réveillés, assis autour de la table, mangeant des tartines beurrées en silence. Clara versait de l'eau chaude dans une théière en céramique fendue. Lorsqu'elle vit Théo, elle se contenta de hocher la tête, sans rien dire. Il s'assit sur le banc, en bois, face à eux. Un silence gênant s'installa. Les enfants jetèrent des regards furtifs vers lui, sans comprendre qui il était. Clara brisa le silence. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je suppose que vous êtes le propriétaire de cette maison. Si vous souhaitez que nous partions, dites-le. Nous partirons aujourd'hui. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas aussi simple. » Elle ne répondit pas. Elle comprenait. Lui, en revanche, ne comprenait plus rien. Il observait cette femme, cette étrangère, capable de tant de calme dans une situation où n'importe qui aurait paniqué. Elle ne cherchait pas d'excuses.
Elle n'en donnait pas. Elle était là, c'est tout. Il se leva brusquement. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Comment vous avez trouvé cet endroit? Depuis quand vous vivez ici? Ce que vous comptez faire maintenant? Clara leva les yeux vers lui, posant la théière. Cela fait un peu plus de 5 mois. J'ai grandi dans la région. Mes parents tenaient une petite ferme. Ils sont morts l'an dernier, à quelques semaines d'intervalle. Je n'avais plus rien. Plus de maison, plus de famille. J'ai erré quelque temps avec les enfants. Puis j'ai trouvé cet endroit. Il semblait abandonné, livré aux ronces. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas menti. J'ai juste voulu offrir un toit à mes fils. Voilà tout. Elle dit cela d'une traite, sans pathos, comme si elle récitait les faits. Rien de plus. Théo resta muet. Une part de lui voulait lui répondre que cela ne changeait rien, qu'elle n'avait pas le droit, qu'il devait protéger ce qui lui appartenait. Mais une autre part, plus sourde, plus instinctive, lui disait qu'elle avait rendu ce lieu à la vie, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il sortit de la cuisine, le cœur lourd, tiraillé, incapable de prendre une décision. Dehors, le vent soufflait à travers les arbres. Il marcha jusqu'à la grange, ouvrit la vieille porte. Tout était propre, organisé. Même les outils avaient été remis en état. Elle n'avait pas simplement occupé la maison, elle l'avait fait revivre. Il comprenait enfin qu'il ne pourrait pas balayer cela d'un simple coup de téléphone. Ce n'était plus une question de droit, c'était une question de justice. Et il ne savait pas encore de quel côté elle se trouvait. Les jours suivants, Théo resta dans le domaine, oscillant entre l'observation discrète et une présence distante, comme s'il n'osait pas encore affronter pleinement l'intrusion que représentait Clara dans son monde. Il évitait les confrontations directes, mais n'en perdait pas une miette. Il la voyait s'occuper des enfants, nettoyer les pièces, entretenir le potager derrière la maison, recoudre des vêtements, trier les vieux objets du grenier comme si elle avait toujours vécu là. Il notait la rigueur silencieuse de chacun de ses gestes, la concentration avec laquelle elle accomplissait les tâches quotidiennes, la façon douce mais ferme dont elle s'adressait à ses enfants, sans jamais élever la voix. Un matin, il la trouva devant la cabane à outils en train de réparer une vieille brouette avec des pièces qu'elle avait manifestement récupérées dans le hangar. Sans relever les yeux, elle dit simplement « Si vous cherchez des papiers, je n'en ai pas. Aucun bail, aucune autorisation. Je n'ai que ce que vous voyez. Je ne suis pas venu ici pour fuir quelque chose, seulement pour survivre. » Théo resta silencieux un moment, observant le bois usé entre ses doigts, le fil de fer qu'elle tordait avec une pince. Il n'avait plus l'habitude de cette forme de vérité simple, nue, sans posture. Dans son univers, tout était négocié, présenté, maquillé. Ici, rien n'était décoré. Elle n'avait rien à vendre, ni sa détresse, ni sa présence. Et cette forme d'authenticité lui paraissait presque violente dans sa sobriété. « Vos enfants s'appellent comment ?» demanda-t-il enfin. Elle s'arrêta, releva la tête. « Léo et Maxime. Et leur père ?»« Mort, » répondit-elle sans hésitation. « Cela fait 4 ans, accident de voiture. Il était chauffeur poids lourd. On a tout perdu après ça, même la maison. Mes parents nous ont recueillis, puis sont tombés malades, l'un après l'autre. Et voilà. » Elle retourna à sa brouette, comme si tout cela n'était qu'un fait banal, un enchaînement logique sans drame particulier. Théo resta encore quelques minutes, puis retourna à la maison principale, troublé. Les jours passèrent. Clara n'insistait jamais pour parler. Elle ne posait aucune question, ne demandait rien. Elle s'occupait du domaine comme si elle était chez elle, sans tenter d'imposer sa présence, mais sans la cacher non plus. Théo l'observait jour après jour, découvrant en elle une force qu'il n'avait pas soupçonnée au premier regard. Une forme de résistance discrète, celle des gens qui n'attendent plus rien du monde, mais qui refusent malgré tout de se laisser écraser. Un soir, alors que la lumière déclinait et que les enfants étaient déjà couchés, Théo entra dans la cuisine. Clara y préparait un reste de soupe. L'odeur des légumes mijotés emplissait la pièce, et pour la première fois, il sentit dans cette maison une chaleur familière, un écho lointain de son enfance. « Vous êtes resté ici 5 mois sans que personne ne vous remarque ?» Elle hocha la tête. « Le facteur ne vient plus, il n'y a pas de voisins proches. J'ai acheté quelques provisions dans le village, avec ce que je gagnais en travaillant chez une vieille dame qui ne pose pas de questions. On échangeait aussi. J'aidais avec ses bêtes. Elle me donnait du lait, du pain, des légumes. Ici, tout le monde vit un peu de la même manière, ceux qui sont restés, en tout cas. »
Et vous ne vous êtes jamais dit que cette maison appartenait forcément à quelqu'un? Bien sûr que si, mais je me suis dit que si quelqu'un tenait vraiment à cet endroit, il serait déjà là. La poussière, les vitres cassées, les toiles d'araignée, ça ne disait pas « propriété privée », ça disait « oublié ». Cette remarque, formulée sans agressivité, toucha Théo plus qu'il ne voulait l'admettre. Il savait qu'elle avait raison. Il n'était pas revenu ici depuis plus de 2 décennies. Il avait laissé ce domaine en jachère, à l'image de ses souvenirs. Il n'avait jamais pensé qu'il pourrait redevenir un lieu de vie. Un jour, alors qu'il explorait les anciennes étables, il découvrit un carnet posé sur une étagère. La couverture était usée, le cuir craquelé. À l'intérieur, des dessins d'enfants, des listes, des petites notes griffonnées dans une écriture fine. Il reconnut l'écriture de Clara. Ce n'était pas un journal intime, mais une sorte de carnet de bord. Il y avait des dates, des relevés de température, des observations sur les cultures du potager, des notes sur la réparation des volets, la quantité de bois à prévoir pour l'hiver. Rien de personnel, que du concret. Cela lui rappela étrangement ses propres carnets de travail, où tout était mesuré, planifié, optimisé. Clara vivait ici sans sécurité, sans certitude, et pourtant, elle construisait de l'ordre dans le chaos. Il reposa le carnet sans rien dire. Le soir venu, il s'approcha d'elle alors qu'elle suspendait du linge derrière la maison. Le vent frais agitait les draps blancs et la lumière rasante du couchant dessinait de longues ombres sur l'herbe. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti quand je suis arrivé ?» Elle hésita puis répondit « Parce que mes enfants dorment ici comme ils n'ont jamais dormi ailleurs. Parce qu'il y a du silence, des arbres, de la terre. Parce qu'il n'y a pas d'odeur d'essence, pas de cris, pas de peur. Parce qu'ici, pour la première fois, ils respirent. Alors j'ai attendu que vous décidiez. J'étais prête à partir. Je le suis toujours. Mais je ne voulais pas leur arracher ce qu'ils avaient enfin trouvé. Pas sans que vous me regardiez dans les yeux. » Théo resta figé. Il comprit alors que cette femme n'était pas une squatteuse, ni une mendiante, ni une profiteuse. Elle était une survivante. Une mère qui avait fait ce qu'elle devait faire, ni plus ni moins. Et il ne savait toujours pas ce qu'il allait faire d'elle. Le matin se leva sur le domaine, avec une brume dense recouvrant les collines, et Théo sort de la maison, comme un homme, au bord d'un choix qu'il ne veut pas nommer. Ses pas le mènent jusqu'au portail, rouillé par les années, d'où il contemple les champs vides. Tout, autour de lui, semble suspendu. La lumière est grise, filtrée par les nuages bas, et l'air froid semble contenir une tension palpable. Cela fait plus d'1 semaine qu'il est là, partageant malgré lui l'espace avec une femme qu'il n'a pas invitée et 2 enfants qu'il n'a jamais désiré voir courir dans les couloirs de la maison familiale. Il décide ce matin-là que cela a assez duré, qu'il revient sur ses pas, traverse la cuisine où Clara prépare le petit déjeuner en silence. Les enfants sont dans un coin, jouant avec un vieux jeu de cartes. Léo lève les yeux vers Théo, un regard méfiant mais curieux, tandis que Maxime se cache presque derrière sa mère, les épaules tendues. Théo ne s'assied pas, ne prend pas de café. Il reste debout, les bras croisés, la voix ferme. « Vous devez partir. » Clara ne réagit pas immédiatement. Elle continue de couper le pain, posant les tranches dans une assiette comme si elle avait besoin de terminer ce geste banal avant de répondre. Puis elle se tourne vers lui, les mains vides, le regard franc. « Aujourd'hui, dès que possible, je ne peux pas accepter cette situation. Ce domaine m'appartient. Il n'a jamais été alloué. Vous êtes ici sans droit ni titre. Je comprends, dit-elle simplement. Nous partirons alors. » Théo reste figé. Il s'attendait à une protestation, une supplication peut-être, un début de dialogue qu'il pourrait interrompre avec autorité, mais elle accepte, sans un mot de plus. Elle ne demande ni délai, ni pitié. Elle accepte. Et c'est justement cette absence de résistance qui trouble Théo, bien plus que s'il avait dû affronter une scène dramatique. Clara ramasse 2 bols, les range avec méthode, puis se tourne vers ses fils. « Les garçons, allez ranger vos affaires. On doit se préparer à partir. » Maxime la regarde sans comprendre. Léo serre les lèvres, visiblement conscient du poids de cette décision. Aucun des 2 ne proteste. Ils obéissent, lentement, l'un après l'autre, montant l'escalier dans un silence qui perce le cœur de Théo bien plus qu'il ne le voudrait. Il reste là, debout dans la cuisine, pris d'un malaise inattendu. Ce n'est pas la colère qui monte, mais une sorte de honte confuse. « Ce n'est pas personnel, dit-il, presque en défense. » Clara le regarde un long moment.
Non, ce n'est jamais personnel. C'est toujours une question de droit, de propriété, d'ordre. Je comprends cela. Je ne peux pas simplement fermer les yeux. Vous n'avez pas à le faire. Vous êtes chez vous. Elle dit cela sans amertume, mais avec cette lucidité désarmante qui rend toute justification inutile. Théo sort de la maison, incapable de supporter l'atmosphère étouffante de cette conversation. Il traverse la cour à grands pas, contourne la grange, se dirige vers l'ancien verger. Il s'assoit sur une pierre moussue, le regard perdu dans les arbres nus. Il repense aux années passées à fuir ce lieu, à tout ce qu'il a construit pour se sentir à l'abri, respecté, puissant. Et pourtant, ici, dans cet endroit oublié, une inconnue est parvenue à faire revivre ce que lui-même avait abandonné. 1 heure plus tard, il revient. La maison est silencieuse. Dans la chambre d'amis, 2 sacs sont prêts. Les enfants sont assis sur le lit, Maxime tenant une peluche entre les bras, Léo fixant le sol avec intensité. Clara, près de la fenêtre, attache ses cheveux en un chignon. Elle se tourne vers Théo, prête à partir, sans émotion apparente. « Vous avez une idée d'où aller ?» demande-t-il, presque malgré lui. « Pas encore, mais je trouverai. » Comme toujours. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, puis la referme. Tout en lui est contradictoire. Il a voulu ce moment. Il a exigé ce départ. Et maintenant qu'il le voit se matérialiser, il ressent un malaise qu'il ne parvient pas à nommer. Il s'approche de Léo, pose la main sur le sac à dos du garçon. « Vous êtes ici depuis combien de temps, exactement ?» « 148 jours, dit Léo sans hésiter. Clara sourit à cette réponse. Il compte. Il a commencé dès le premier soir. Théo regarde le garçon, puis la femme, puis la valise. Une pensée le traverse. Cette famille qui n'est pas la sienne, qu'il n'a pas choisie, a pourtant redonné une âme à cette maison. Ils ont vécu ici sans bruit, sans dommages, sans trouble. Ils ont respecté ce lieu plus que bien des héritiers l'auraient de fait. Et lui, que propose-t-il en retour ? Rien, si ce n'est la règle froide de la propriété. Il sort à nouveau, retourne dans le bureau de son grand-père, un endroit qu'il évite depuis son arrivée. Sur le mur, des photos anciennes montrent des générations d'hommes et de femmes debout devant cette même maison. Il remarque une enveloppe jaunie dépassant d'un tiroir à moitié fermé. Il l'ouvre, sans vraiment savoir pourquoi. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main, datée de plus de 15 ans. C'est l'écriture ferme de son grand-père. Il lit. « Si un jour tu reviens ici, Théo, et que tu trouves cette maison vide, alors c'est qu'elle n'a pas servi à ce qu'elle devait être. Ce domaine n'est pas une terre à vendre. C'est un refuge, pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux que le monde oublie. Si tu as réussi, n'oublie pas d'où tu viens. Ce lieu est à toi, mais son âme appartient à ceux qui en ont besoin. » Théo relit ces lignes 3 fois. Il se souvient de son grand-père, de ses valeurs simples, de sa manière directe de parler. Ce n'était pas un homme d'affaires, mais un homme de parole. Et cette lettre, bien que brève, sonne comme un rappel, une injonction. Il repose le papier, prend une longue inspiration, puis retourne dans le couloir. Clara est sur le perron, les sacs à la main. Les enfants la suivent. Elle ne pleure pas. Elle ne regarde même pas en arrière. C'est Théo qui l'arrête, la voix un peu brisée. « Attendez. » Elle se retourne. Il la regarde un long moment. « Je ne peux pas vous demander de partir. Pas comme ça. Pas après tout ce que vous avez fait ici. J'ai besoin de réfléchir. Je ne dis pas que vous pouvez rester indéfiniment, mais ce n'est pas le moment. » Clara le fixe sans bouger, puis elle hoche lentement la tête. « Très bien. » Et elle rentre à nouveau dans la maison. Le lendemain du conflit, Théo se leva avant l'aube. La nuit avait été brève, ponctuée d'insomnies silencieuses passées à fixer le plafond de sa chambre d'enfance, envahi par une foule de pensées contradictoires. Le calme apparent de la maison n'avait rien apaisé. Il avait rêvé de visages sans voix, de couloirs vides, de fenêtres ouvertes sur des champs infinis. Au réveil, une seule idée persistait. Il devait retourner dans le bureau de son grand-père, ce lieu qu'il évitait instinctivement depuis son arrivée. Quelque chose là-bas le tiraillait, comme un appel qu'il ne parvenait plus à ignorer. Il descendit l'escalier à pas lents, évitant la marche qui grinçait. La maison était silencieuse. Aucune lumière sous les portes, aucun bruit dans la cuisine. Clara et les enfants dormaient encore. Il traversa le couloir et ouvrit la porte du bureau. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur de vieux cuir et de poussière. Les rideaux lourds empêchaient la lumière de filtrer, nimbant la pièce d'une pénombre tranquille. Théo alluma la lampe posée sur le bureau, dont l'abat-jour vert différait en rien de celui qu'il avait connu enfant.
Le bureau en lui-même semblait figé dans le temps, chaque objet à sa place. Le sous-main en cuir brun marqué par le temps, les stylos à plumes alignés dans une boîte en bois, un encrier vide, et sur l'un des coins, une boîte métallique couverte de rouille. Il s'en approcha, l'ouvrit. Des coupures de journaux, des anciennes factures, un carnet d'adresses usé par les années. Rien de surprenant. Il fouilla encore. Dans le dernier tiroir, coincé derrière une pile de vieux papiers, une enveloppe sans cachet attira son attention. Elle portait son nom Théo, écrite à la main dans cette écriture fine et appuyée qu'il aurait reconnue entre mille. Son cœur se serra. Il déchira doucement le haut de l'enveloppe et déplia la lettre. « Théo, je ne sais pas si tu reviendras un jour ici. J'aimerais croire que oui. Ce domaine a été la terre de nos ancêtres, notre point d'ancrage dans le monde, même lorsque la vie nous a poussés ailleurs. Je sais que tu n'as pas toujours été heureux ici. Je sais aussi que je n'ai pas toujours su être le grand-père que tu méritais. Mais il y a des choses que je voudrais que tu comprennes. Cette maison ne m'a jamais appartenu. Elle a accueilli, protégé, élevé. Elle ne nous a jamais jugés. Elle a traversé les guerres, les hivers, les absences. Elle est restée debout comme un arbre dans la tempête. Je ne veux pas que cette maison meure. Je ne veux pas qu'elle devienne un bien de plus, un terrain à vendre. Je ne veux pas qu'elle perde ce qui a toujours fait sa force, sa capacité à donner refuge. Si tu lis cette lettre, alors peut-être qu'elle est déjà redevenue un abri. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée vide et s'y est installé. Si c'est le cas, ne sois pas trop rapide à juger. Demande-toi ce que tu aurais fait si tu avais eu besoin d'un endroit et que ce lieu t'avait ouvert ses portes. Tu as réussi, Théo. Je le sais. Mais n'oublie pas que la vraie réussite ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Elle se mesure à ce que tu partages. Ton grand-père. Il relut la lettre 3 fois, chaque mot s'enfonçant un peu plus profondément dans sa conscience. Elle n'était ni longue ni emphatique, mais elle touchait un point qu'il avait soigneusement évité depuis des années. Il s'assit sur le fauteuil du bureau, la lettre posée sur ses genoux. Il sentit une chaleur étrange monter en lui, un mélange d'humilité, de tristesse et de remords. Il se souvenait de l'homme qui avait écrit ces lignes, un homme austère, sévère, mais juste, un homme de peu de mots, mais de convictions solides. Ce même homme qui l'avait accueilli chaque été avec la même phrase « Tu es chez toi ici, même si tu l'oublies ». Théo posa la lettre sur le bureau et resta longtemps immobile. Le silence de la maison, l'odeur du bois ancien, le froissement de la page, tout semblait conspirer pour l'obliger à faire face, à lui-même, à ses décisions, à ce qu'il était devenu. Un homme qui possédait tout, sauf un lieu où il se sentait vraiment à sa place. Il sortit enfin du bureau. Dans le couloir, il croisa Clara qui tenait une couverture pliée contre sa poitrine. Elle s'arrêta net, surprise de le voir si tôt debout. Le regard de Théo croisa le sien. Et pour la première fois depuis leur rencontre, il ne détourna pas les yeux. Il lui fit un signe de tête, et sans un mot, lui tendit la lettre. Clara la prit, hésita, puis lut en silence. Lorsqu'elle leva les yeux, il vit dans son regard quelque chose de plus doux, de moins méfiant. Pas de gratitude déplacée, mais une reconnaissance silencieuse, presque imperceptible. « Il avait compris bien avant vous », murmura-t-elle simplement. « Oui », dit Théo. « Et moi j'ai mis trop de temps. » Il se détourna et entra dans la cuisine. Il prépara du café pour 2 sans y penser, et lorsqu'il la vit entrer à son tour, il lui tendit une tasse, qu'elle prit sans commentaire. Ils s'assirent face à face, dans un silence que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir rompre. Ce matin-là, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de revendications, plus de défense, seulement 2 personnes assises à une table, partageant un espace, un souvenir, une lettre, et peut-être déjà quelque chose d'autre. Le calme relatif établi après la lecture de la lettre ne dura que quelques jours. Théo, encore sous l'effet du message laissé par son grand-père, s'appliquait à comprendre les rouages d'un quotidien rural qu'il avait jadis fui. Clara continuait ses tâches habituelles avec discrétion. Les enfants jouaient dans les herbes hautes et le domaine, bien qu'encore abîmé par le temps, respirait une forme de stabilité précaire. Théo passait ses matinées à trier les vieux dossiers laissés dans les armoires, nettoyant les traces de son propre passé avec un soin presque maniaque. Il évitait les appels professionnels, refusait toute connexion au monde extérieur, comme s'il tentait de maintenir cette bulle fragile hors du tumulte parisien. Mais cette bulle éclata brutalement un mardi matin. La voiture noire, une berline brillante au moteur agressif,
fit trembler les graviers de l'allée principale. Théo, depuis la fenêtre du salon, reconnut immédiatement la silhouette de l'homme qui en descendit. Costume sur mesure, lunettes sombres, gestes rapides. Pierre, son frère aîné, celui qu'il n'avait pas vu depuis plus de 2 ans, celui qu'il avait appris à gérer comme on gère un associé encombrant par la distance. Le voir là, au cœur de l'Auvergne, à l'improviste, lui donna une sensation de vertige. Théo sortit sur le perron avant même que Pierre n'atteigne les marches. « Je peux savoir ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'un ton plus sec qu'il ne le souhaitait. Pierre enleva ses lunettes, observant un instant la maison, puis le jardin, avant de répondre « On m'a dit que tu étais revenu. J'ai cru à une blague. Alors je suis venu voir par moi-même. Et je découvre que ce n'est pas seulement vrai, c'est pathétiquement vrai. » Théo croisa les bras, se tenant entre son frère et l'entrée. « Ce n'est pas ton affaire. »« Oh, mais si, justement. Tu te souviens du testament, n'est-ce pas? Ce domaine appartient à nous deux. Tu as toujours été trop occupé pour t'en soucier, alors j'ai laissé couler. Mais maintenant que tu es là, à vivre ici comme un moine, je me pose des questions. » Théo ne répondit pas. Il savait que Pierre n'était pas venu pour discuter. Il n'était jamais là que pour conclure des affaires, imposer des décisions, orienter les trajectoires à son avantage. « Tu comptes faire quoi, sérieusement? Rester ici à planter des choux avec une inconnue et ses mômes? Tu veux transformer cette ruine en maison d'hôte bio? Ou c'est juste une crise de la quarantaine ?» Théo serra les mâchoires. « Clara et ses enfants vivent ici temporairement. C'est moi qui l'ai décidé. » Pierre haussa les sourcils. « Clara? Tu l'appelles par son prénom maintenant? Charmant. Mais tu réalises qu'elle est en situation d'occupation illégale, que tu pourrais avoir des ennuis, que ce genre d'histoire finit mal. » Théo s'avança d'un pas. « Ce genre d'histoire ne finit mal que quand des types comme toi décident de les faire finir mal. Ne joue pas au héros, Théo. Ce terrain vaut une fortune. J'ai déjà des contacts. Des investisseurs suisses sont intéressés. Ils veulent construire un complexe écologique. On pourrait toucher des millions. Tu veux tout laisser filer pour une lettre de papy et quelques gosses avec des bottes trop grandes? » Le silence qui suivit fut brutal. Les mots de Pierre avaient traversé l'air comme des coups de poing. Clara, qui observait depuis la cuisine, vit les 2 frères face à face, figés comme 2 statues anciennes prêtes à s'effriter. Elle n'intervint pas, mais sa présence fut ressentie. Théo, d'un mouvement calme, répondit enfin « Si tu veux vendre, tu le feras sans moi, je refuse. Ce domaine a un autre rôle. Il l'a toujours eu. Tu ne veux pas le comprendre, c'est ton problème. Mais je ne te laisserai pas le détruire. » Pierre ricana. « Tu n'as pas changé. Toujours à croire aux idéaux. Tu sais où ça mène, Théo? À la faillite. À l'humiliation. Tu veux qu'on publie ça dans les journaux? Théo Morel, le grand CEO, retiré dans un trou perdu avec une squatteuse et des poules? Tu crois que les actionnaires vont trouver ça inspirant? » Théo recula d'un pas, le regard glacé. « Tu n'as rien à faire ici. Rentre à Paris. Oublie ce lieu. Je vais te laisser réfléchir. Mais je te préviens, si tu ne bouges pas, je bougerai à ta place. Et je peux faire venir la gendarmerie. Une plainte pour violation de domicile et ta Clara sera dehors en moins d'1 semaine. » Il tourna les talons, remonta dans sa voiture et démarra dans un nuage de poussière. Théo resta immobile. Lorsqu'il retourna à l'intérieur, Clara était là, droite, les bras croisés. « C'est ton frère? »« Oui. Il veut nous faire partir ?» Théo hocha lentement la tête. « Il veut vendre. Tout. Détruire le domaine pour bâtir un projet commercial. Et toi? Je ne le laisserai pas faire. » Clara ne dit rien. Elle se contenta de reprendre sa place près de l'évier, rinçant une assiette avec calme. Mais dans ce geste simple, il y avait une force muette, une confiance discrète. Et Théo comprit sans mots qu'elle était prête à se battre, elle aussi. Pas par provocation, mais pour défendre un endroit où, pour la première fois depuis longtemps, elle avait cessé de fuir. Les jours qui suivirent la visite de Pierre furent pesants. Bien que la tension n'eût pas explosé en cris ou disputes ouvertes, elle planait sur le domaine comme une menace silencieuse. Clara se replia un peu sur elle-même, multipliant les tâches ménagères, réparant tout ce qui pouvait l'être, entretenant le jardin avec une intensité presque nerveuse. Les enfants, bien que protégés par sa discrétion, avaient senti quelque chose. Maxime, d'ordinaire bavard et curieux, se fit plus silencieux. Léo, lui, suivait Théo du regard, comme s'il essayait de deviner à chaque geste l'issue à venir. Théo, quant à lui, passait de longues heures dans le bureau de son grand-père, lisant, relisant la lettre,
compulsant les anciens registres, feuilletant des cahiers couverts de chiffres, de noms, de croquis de plantations. Il se sentait à la fois oppressé par l'inertie du lieu et poussé par une forme d'urgence qu'il n'identifiait pas encore clairement. Il savait seulement que Pierre ne blaguait jamais, que ses menaces étaient toujours des promesses déguisées, et qu'il agirait tôt ou tard, surtout maintenant qu'il avait flairé l'intérêt financier du terrain. Un matin, Théo convoqua Clara dans le salon. Elle arriva sans précipitation, tenant dans ses mains un torchon encore humide. Elle s'assit face à lui, droite, attentive, sans aucune feinte d'attitude. Elle savait que ce qu'il allait lui dire serait décisif. « Je ne veux pas que vous partiez, dit-il simplement. » Elle le fixa un instant, comme si elle attendait que la phrase se poursuive, se précise. « Pas maintenant ?» demanda-t-elle. « Pas du tout. J'ai réfléchi. J'ai lu la lettre encore et encore. Mon grand-père n'était pas un homme de discours. S'il a pris la peine de me laisser ces mots, c'est qu'il y croyait. Je ne peux pas ignorer cela. » Clara ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Et ton frère ?»« Mon frère est ce qu'il a toujours été, ambitieux, prévisible. Il croit que ce domaine est un actif dormant, un capital en attente d'exploitation. Moi, je commence à comprendre qu'il est bien autre chose, et vous y êtes pour beaucoup. » Elle détourna légèrement le regard, troublée par la franchise du compliment. Théo se leva, alla chercher un dossier qu'il posa sur la table entre eux. « Je veux que vous restiez ici, pas seulement comme invité. Je veux qu'on mette en place un système clair. Vous vivez ici, vous m'aidez à entretenir le domaine, et en retour vous avez un toit, un jardin, une stabilité pour vos enfants. » Clara fronça légèrement les sourcils. « Un contrat de travail ? Non, pas comme ça. Un accord de confiance, mais écrit, avec des droits, des devoirs. Je veux que ce soit net, pour moi comme pour vous. Si quelqu'un comme Pierre veut contester votre présence, je veux avoir un document à lui mettre sous le nez. » Elle hocha la tête, lentement. « Et si demain tu changes d'avis ? Ce n'est pas un caprice, c'est une décision. J'ai dirigé des équipes de centaines de personnes. Je sais reconnaître l'engagement, la rigueur, l'honnêteté. Vous avez pris soin de ce lieu bien mieux que moi. Ce n'est pas de la charité, c'est du respect. » Elle resta un moment silencieuse, les doigts posés sur le dossier. Théo voyait dans ses yeux un mélange de surprise, de prudence et d'une émotion plus profonde qu'elle s'efforçait de contenir. Elle était une femme fière. Elle ne s'abandonnait pas facilement à la gratitude. « D'accord, dit-elle enfin. Bien, alors on commence demain. On établit un plan de travail, on répare ce qui doit l'être, on nettoie les granges, on voit ce qu'on peut planter. Et on installe une clôture solide. Pierre ne nous prendra pas par surprise une deuxième fois. » Ce fut Léo qui, le soir venu, dit à voix haute ce que tout le monde ressentait. « On reste ici pour de vrai, maman ?» Clara le regarda longtemps avant de répondre, un léger tremblement dans la voix. « Oui, mon cœur, on reste. » Théo, assis non loin, entendit ces mots. Il sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas du soulagement, c'était autre chose, une forme de calme qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les jours suivants, la dynamique du domaine changea. Théo se leva à l'aube, travailla aux côtés de Clara, sans imposer sa présence, écouta, apprit. Elle connaissait mieux que lui la terre, les outils, les besoins du bâtiment. Il apportait de la méthode, des idées de planification, des contacts pour obtenir du matériel. Ensemble, ils établirent un équilibre fonctionnel, inattendu. Clara s'occupait du potager, des enfants, des tâches ménagères. Théo réparait la toiture, traçait des plans pour remettre en état la vieille étable, appelait un menuisier local pour estimer le coût de certaines rénovations. Petit à petit, le domaine reprenait vie, non comme un héritage figé, mais comme un projet en mouvement. Les enfants, eux aussi, se transformaient. Maxime recommença à parler avec entrain, posant des questions sans fin sur les outils, les arbres, les animaux du coin. Léo, plus réservé, aidait Théo en silence, lui tendant les clous, balayant les feuilles, apprenant sans qu'on lui demande. Leur rire résonnait à travers les champs, un son que la vieille maison n'avait pas entendu depuis des décennies. Un soir, après une longue journée de travail, Clara servit un repas simple dans la cuisine rénovée. Soupe de légumes, pain chaud, fromage local. Théo, fatigué mais apaisé, mangea sans dire un mot, écoutant les enfants raconter leur journée. Lorsque Maxime éclata de rire après une histoire racontée par son frère, Clara le regarda, puis tourna les yeux vers Théo. « Merci, dit-elle, pas pour nous avoir laissé rester, mais pour avoir choisi de construire quelque chose avec nous. » Il hocha la tête. « Ce lieu a toujours été destiné à accueillir.
Je ne l'avais pas compris. Maintenant, si. Et dans ce silence, partagé autour d'un repas modeste, Théo sut qu'il avait franchi un point de non-retour. Le domaine n'était plus un souvenir irrité, ni un poids à liquider. C'était devenu un espace d'avenir, tissé de gestes simples, de décisions concrètes, et d'un courage qu'il n'avait pas su reconnaître au premier regard. Le matin était glacé quand les premières lueurs de l'aube commencèrent à dévoiler les collines entourant le domaine. Théo se leva sans bruit, la gorge nouée et l'esprit agité. La veille, il avait reçu un appel de la préfecture. Une inspection surprise serait menée ce jour-là. Une vérification des documents d'habitation, des permis de remise en état, des déclarations de propriété. Rien de tout cela n'avait été fait. Le contrat implicite qu'il avait conclu avec Clara, fondé sur la confiance et le bon sens, ne suffirait sans doute pas aux yeux de l'administration. Depuis des semaines, il repoussait l'idée d'une régularisation formelle, croyant que l'histoire de l'occupation temporaire serait tolérée. À présent, l'ombre d'une interdiction d'habiter planait sur le domaine. Le risque d'un démantèlement brutal le taraudait. Il regarda une dernière fois la lettre de son grand-père, posée sur le coin du bureau. Ces mots, jadis réconfortants, semblaient résonner désormais comme un avertissement silencieux. Si ce lieu devait servir d'abri pour ceux dans le besoin, encore fallait-il qu'il tienne debout, légalement, administrativement, matériellement. Il s'habilla rapidement, attrapa un carnet, un stylo et sortit. La brume matinale flottait entre les arbres, enveloppant les bâtiments d'un voile incertain. Il passa devant la maison, réveilla doucement les enfants sans bruit, guise d'avertissement silencieux. Il frissonnait, encore engourdi par le sommeil. Il hésita, puis posa la main sur l'épaule de Léo. « On va avoir des visiteurs », chuchota-t-il. Le garçon hocha lentement la tête, les yeux embués. Clara apparut dans l'encadrement de la porte, un tablier encore couvert de la poussière des travaux. Elle chercha son regard, l'attendit sans mot dire. Théo lui fit signe d'un geste imperceptible. Elle comprit. Elle revint vers lui, posa une main ferme sur son avant-bras. « Prévenons-les », dit-elle doucement. Ensemble, ils montèrent à l'étable. Depuis des jours, ils y travaillaient. Le toit avait été partiellement refait, les poutres soutenues, le plancher consolidé, des rangements installés pour outils et fournitures. Ils avaient nettoyé la cave, retravaillé la cheminée, rangé le bois pour l'hiver, réparé les fenêtres brisées. Le domaine, encore fragile, montrait pour la première fois un signe net de renaissance. C'était leur arme silencieuse contre le doute. Quelques minutes plus tard, un véhicule administratif se gara sur l'allée. 3 fonctionnaires en uniforme descendirent, un dossier en main, scrutant les bâtiments d'un œil critique. Leurs pas résonnaient sur les graviers, froids, mesurés. Théo les accueillit à l'entrée de la maison, l'air digne, le regard ferme mais poli. Il leur tendit une enveloppe simple, le contrat qu'il venait d'écrire la veille, mentionnant qu'il avait récemment régularisé la situation de la maison auprès d'un notaire local, que des travaux de remise en état étaient en cours, que Madame Dufour, Clara et ses enfants résidaient avec son accord et que, provisoirement, la maison servait de logement social temporaire dans l'attente de l'homologation définitive. Il y joignit des photos récentes, datées, des factures d'achat de matériaux de construction, des attestations de voisinage, des preuves d'engagement auprès de la mairie. Le tout sorti de son ordinateur portable, imprimé, signé, timbré. Il n'avait jamais envisagé qu'il agirait ainsi, mais il ne laissa aucune place au hasard. Il ne voulait plus d'arrière-pensée. Les fonctionnaires ouvrirent les dossiers, feuilletèrent les pages, échangèrent quelques mots à voix basse. L'un d'eux fronça les sourcils, leva les yeux vers Théo. « Vous comprenez que cela ne garantit pas l'habitabilité suivante visite technique ?» Théo acquiesça, silencieux. Oui, il comprenait. Il n'en avait pas moins choisi la transparence. Clara, restée en retrait, regardait les 3 hommes d'un air impassible, les mains croisées. Les enfants observaient, peureux, sans bouger. Chaque seconde semblait s'étirer, lourde d'incertitude. Puis, l'un des fonctionnaires reprit. « Bon, nous organiserons une inspection technique la semaine prochaine. Si la structure est conforme, vous recevrez un agrément temporaire. Jusque-là, il hocha la tête, comme pour conclure. Vous pouvez rester, à condition que personne ne s'installe ailleurs sur la propriété, que vous ne modifiez pas les appartements, que vous mainteniez l'état actuel. » Il leva le dossier, signa au bas de la dernière page, le posa sur la table du salon. «
Vous avez 3 mois pour obtenir l'agrément officiel. Il tourna le regard, fixa Clara, puis Théo. Compris? Ils acquiescèrent. Bien, nous reviendrons. L'air sembla se libérer d'un poids invisible. Le silence s'imposa, dense, presque douloureux. Puis les fonctionnaires remontèrent dans leur voiture et partirent. Les graviers craquèrent sous leurs pneus jusqu'à ce que le domaine soit de nouveau silencieux. Clara s'approcha de Théo, le front ridé par l'inquiétude. Les enfants restèrent plantés là, comme s'ils craignaient de rompre la paix fragile. Finalement, la plus jeune voix, celle de Maxime, brisa le calme. « On peut rester, maman ?» demanda-t-il d'un souffle. Clara l'enlaça sans répondre. Théo posa une main sur l'épaule de sa compagne de fortune et regarda les collines. Le vent froid secoua les arbres, emportant avec lui quelques feuilles sèches, comme si la terre exhalait un soupir de soulagement. Le reste de la journée fut consacré à des réparations supplémentaires. Ils travaillèrent d'un commun accord, dans un silence respectueux. Le domaine ne serait pas sauvé en un jour, mais il renaissait, brique après brique, geste après geste. À chaque planche remise, chaque vitre remplacée, chaque clou planté, Théo sentait se reconstruire quelque chose de plus grand que lui. Une maison, oui, mais aussi un espoir, une responsabilité, une promesse à tenir. Quand la nuit tomba, ils se retrouvèrent autour de la cheminée rénovée, pour la première fois véritablement fonctionnelle. Le feu crépitait légèrement, projetant des ombres sur les murs aux volets désormais solides. Les enfants riaient doucement, emmitouflés dans une vieille couverture reprisée. Clara servit une soupe de légumes, simple mais chaude. Théo regarda les flammes danser. Il repensa à la lettre de son grand-père, à ces mots « refuge, abri, partage ». Ce soir-là, il comprit que la bataille n'était pas finie, qu'il restait des dangers, des obstacles, des doutes. Mais par-delà tout, il sentit une force nouvelle, un engagement. Le domaine n'était plus menacé seulement par des investisseurs ou des menaces légales. Il était maintenant défendu par des humains, par des vies entières. Et rien, ni l'hiver, ni l'administration, ni la froideur du monde extérieur, ne pourrait effacer cela sans affronter leur détermination. Théo se leva tôt, cette fois sans l'attention des jours précédents. L'inspection avait laissé une épée suspendue au-dessus de leur tête, mais elle avait aussi réveillé en lui une conscience aiguë de son devoir envers ce lieu et ce qu'il pouvait encore représenter. Il enfile une veste, attrape un carnet et prend la voiture. Aujourd'hui, il veut comprendre ce que le domaine signifie pour les autres, au-delà des murs, au-delà de ses propres souvenirs. Il descend vers le village, ce petit noyau rural à quelques kilomètres de là, qu'il n'a plus visité depuis l'adolescence. En traversant les routes bordées de chênes et de frênes, il sent une étrange familiarité. Les virages sont les mêmes, les odeurs de bois humide et de terre retournée lui reviennent en mémoire. Il passe devant la vieille école, désaffectée, puis la boulangerie aux rideaux tirés avant d'atteindre la place centrale. Une supérette, un bar-tabac, la mairie, un salon de coiffure fermé depuis longtemps. Tout semble figé dans le temps. Il entre dans le café où 2 hommes lisent le journal local. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts, le regarde avec une curiosité prudente. « Vous êtes nouveau dans le coin ?» demande-t-elle. « Non, je suis Morel. Théo Morel, le petit-fils de Paul. » Un silence respectueux suit sa déclaration. L'un des hommes replie lentement son journal. « Le fils de Jacques, alors. On vous a vu courir ici avec un vélo rouge, il y a quoi? 30 ans? Je suis René. J'étais ami avec votre grand-père. » Théo hoche la tête, reconnaît vaguement le visage. René se lève, lui serre la main, avec une fermeté tranquille. « Et vous êtes revenu? »« Oui, je suis resté trop longtemps à distance. Il était temps. » La serveuse apporte un café noir. Théo la remercie, puis entame une conversation simple, directe. Il explique les rénovations, la tentative de redonner vie au domaine, la présence de Clara. René l'écoute sans l'interrompre, les mains jointes devant lui. Quand Théo parle des enfants, du contrat, du risque de vente imposé par son frère, René pose une question. « Vous savez ce qu'elle a fait pour les gens d'ici ?» Théo le regarde surpris. « Clara ? Je ne savais même pas qu'elle venait du coin avant qu'elle ne me le dise. » Elle vivait avec ses parents dans une ferme en contrebas, avant le virage vers le ruisseau. Après leur mort, elle s'est restée seule avec les 2 petits. Elle n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne. Mais elle aidait tout le monde. Elle soignait les bêtes de Madame Lemoine, apportait du bois à Jean qui a perdu ses jambes. Elle faisait du troc avec ce qu'elle trouvait. Une courgette contre un savon,
du pain contre du lait. Elle n'a jamais quémandé. Elle a fait tourner le vieux tissu communautaire sans jamais s'en vanter. Théo serre la tasse entre ses doigts. Cette facette de Clara ne lui avait pas été dite, mais il la reconnaît sans peine. Ce silence actif, ce refus de la plainte, cette manière de faire le bien sans l'exposer comme un mérite. René poursuit. On a vu qu'elle s'était installée au domaine, on n'a rien dit, parce qu'on savait qu'elle y prendrait soin, et parce qu'on savait aussi que ça vous ferait peut-être revenir, vous aussi. Cette dernière phrase laisse Théo pensif. Il boit lentement son café, puis demande s'il peut rencontrer d'autres habitants. René propose de l'emmener. Ils sortent ensemble, marchent à travers les ruelles. Théo est présenté à Madame Lemoine, veuve vive malgré l'arthrose, qui confirme les propos de René avec une chaleur non feinte. Il échange ensuite quelques mots avec un apiculteur retraité, puis avec une jeune mère célibataire qui habite à la lisière du hameau. Tous évoquent Clara avec respect. Tous parlent d'elle comme d'un maillon silencieux, d'un lien humain essentiel. Lorsqu'il revient au domaine en fin d'après-midi, le ciel commence à se charger. Clara est dans le potager, les mains couvertes de terre. Elle lève les yeux quand elle l'aperçoit, mais ne dit rien. Théo s'approche, pose le carnet sur une chaise, retire sa veste et commence à l'aider à récolter les derniers légumes avant la pluie. Ils travaillent côte à côte, dans une harmonie simple. « Je suis allé au village », dit-il après un long silence. « Je me doutais que vous y iriez. Il vous estime beaucoup. Ce n'est pas pour ça que je fais les choses. Je sais, mais ça compte quand même. » Elle le regarde brièvement, puis reprend sa tâche. Théo continue. « Je pense que ce domaine a une histoire que je ne peux pas réécrire seul, et vous en faites désormais partie, pas seulement comme habitante, comme héritière de cette mémoire-là. » Clara s'immobilise, surprise. Il poursuit. « Ce que je veux construire ici ne sera pas une œuvre personnelle. Ce sera collectif, lié à ceux qui vivent autour, qui ont besoin d'un point d'ancrage. Je veux transformer le domaine en quelque chose qui sert, qui accueille, qui soigne, qui transmet. Et je veux le faire avec vous si vous l'acceptez. » Clara ne répond pas immédiatement. Elle finit d'arracher une racine coriace, la nettoie d'un coup de main. Puis elle se tourne vers lui. « Si c'est un caprice, ne me demandez pas de le suivre. Mais si c'est un vrai projet, alors oui, je suis prête. » Théo hoche la tête puis regarde autour de lui. Les arbres, les bâtiments, la terre. Tout semble chargé de possibilités nouvelles. Il se lève, observe les collines au loin, puis murmure presque pour lui-même « Peut-être que je suis enfin rentré chez moi. » Et cette fois, Clara ne détourne pas les yeux. Le ciel était chargé ce matin-là, d'un gris lourd annonciateur d'une pluie proche. L'atmosphère dans le domaine était silencieuse, mais pas paisible. Clara l'avait senti dès qu'elle avait ouvert les volets. Théo n'avait presque pas dormi, passant la nuit à rédiger des notes, à revoir les plans de rénovation, à organiser les papiers administratifs qu'il allait devoir brandir comme des armes. Pierre avait confirmé son retour. Cette fois, il ne venait pas seul. Des investisseurs étrangers l'accompagnaient, intéressés par le potentiel du domaine. Ils souhaitaient visiter les lieux, faire une estimation, discuter des options. Mais Théo savait, ce n'était pas une visite, c'était un assaut. À 9 heures précises, le bruit d'un moteur de luxe déchira le calme. Une voiture noire s'arrêta devant la maison, suivie de 2 SUV rutilants. Pierre en descendit avec un sourire froid, vêtu d'un long manteau sombre, entouré de 3 hommes et une femme, élégants, les mains dans les poches, l'air de ceux qui croient déjà posséder ce qu'ils n'ont pas encore signé. Théo les attendait devant la porte, bras croisés, visage fermé. Clara, debout un peu en retrait, tenait Maxime par la main. Léo, plus en retrait, observait en silence depuis le porche. « Bonjour Théo » lança Pierre en tendant la main que son frère n'attrapa pas. « Tu n'as pas changé » répondit Théo, toujours ce besoin de montrer que tu as le contrôle, même quand tu ne l'as pas. Pierre haussa les épaules, comme pour chasser cette provocation. « Voici mes partenaires, Monsieur Chaleur, Madame Braun et leurs conseillers. Ils sont venus constater les lieux. Ils voient un énorme potentiel ici. Développement durable, écotourisme, résidence artistique. Tu n'as pas idée de ce que ce domaine pourrait générer. »« Je sais exactement ce qu'il peut générer, » répliqua Théo. « Mais ce ne sont pas des profits, c'est de l'ancrage, de la continuité, de la vie. » Pierre ricana. « Toujours les grands mots. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Tu es copropriétaire.
Et je peux très bien entamer une procédure de vente judiciaire si tu continues de bloquer. Je n'hésiterai pas. » Théo sortit un dossier qu'il tenait sous le bras. Il l'ouvrit devant eux. « Tu vois ce papier ? C'est une demande officielle de transformation du domaine en coopérative agricole et sociale. J'ai lancé les démarches avec la mairie et la préfecture. La structure est en cours de reconnaissance. Cela gèle tout processus de vente jusqu'à nouvel ordre. Tant que les autorités évaluent le projet, personne ne peut acheter ou vendre. » Pierre pâlit légèrement, mais retrouva vite son masque. « Tu bluffes. Appelle le maire. Tu verras. » Un silence pesant s'installa. Les investisseurs échangèrent des regards. L'un d'eux s'approcha. « Monsieur Morel, dit-il à Théo, pouvez-vous nous expliquer ce que vous comptez faire ici précisément? Il est encore temps de s'entendre. Nous sommes prêts à investir dans des projets sociaux si cela vous rassure. » « Ce n'est pas une question d'argent, coupa Théo. Ce domaine appartient à une histoire, à un territoire, à des gens. Il ne sera pas transformé en concept lucratif pour flatter l'ego d'une start-up verte. Il deviendra un espace de production locale, d'accueil pour les familles isolées, de transmission de savoir-faire. Clara, ici présente, en sera la première gestionnaire. Elle connaît la terre, les gens, les besoins. Ce lieu vivra à son rythme, pas à celui de vos tableaux Excel. Pierre eut un rictus amer. « Tu vas sacrifier un terrain qui vaut des millions pour un idéal ruraliste? Tu n'as donc rien appris ?» Théo s'approcha de lui, les yeux dans les siens. « J'ai appris que l'argent n'est rien sans sens, que les chiffres ne remplacent pas les visages, et que ce domaine n'est pas à vendre, parce qu'il a déjà été sauvé, pas par moi, par eux. » Il désigna Clara, les enfants, et plus loin quelques voisins venus prêter main forte ces derniers jours. Des hommes et des femmes simples, venus avec des outils, des idées, de la sueur. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient présents, vivants, engagés. Pierre regarda autour de lui. Ce qu'il vit n'était pas du marbre poli ni des lignes de profit. C'étaient des semences, des arbres plantés récemment, une serre en construction, des rires d'enfants, des murs retapés à la main. Il voulut rétorquer, mais rien ne lui vint. Il comprit peut-être pour la première fois qu'il avait déjà perdu. Pas sur le plan légal, ni même stratégique, mais sur le plan humain. Il recula d'un pas. « Tu t'enfermes dans ton utopie, Théo. Je te laisse t'y noyer. » Et sans un mot de plus, il se retourna. Les investisseurs le suivirent, visiblement désorientés. Les moteurs rugirent à nouveau. Les voitures quittèrent le domaine dans un nuage de poussière. Théo resta planté là, au milieu de la cour, le dossier toujours en main. Clara s'approcha lentement. « Tu viens de brûler un pont, dit-elle. « Je viens surtout d'en reconstruire un autre, répondit-il. Et pour la première fois depuis son arrivée, il eut la certitude intime que tout, désormais, avançait dans le bon sens. Non parce que c'était simple, mais parce que c'était juste. Le lendemain du départ de Pierre, le domaine baignait dans une lumière nouvelle. Le vent soufflait moins fort, comme apaisé par la fermeté qui s'était exprimée la veille. Théo s'était levé avant le lever du soleil, incapable de rester allongé, comme si quelque chose en lui avait basculé de façon irréversible. Il ne ressentait ni fatigue ni soulagement. Ce qui l'habitait désormais, c'était une clarté absolue. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Pas seulement pour le domaine, mais pour lui-même. Il descendit dans le bureau de son grand-père, ouvrit l'ordinateur portable qu'il utilisait pour rédiger les documents légaux et composa une lettre. La décision, il la mûrissait depuis plusieurs semaines. L'idée avait germé lentement, alimentée par les regards des enfants, par les gestes précis de Clara, par les paroles du village, par la lettre oubliée du grand-père, par la visite violente de Pierre. Chaque élément avait dessiné une direction. Aujourd'hui, il ne restait qu'à l'officialiser. Il rédigea un acte de donation partielle de l'exploitation familiale au bénéfice d'une future coopérative rurale, en précisant les règles, les limites, les responsabilités. Il inclut un poste de gestion confié à Clara Dufour, mentionnée comme administratrice principale du projet. Il y associa les statuts provisoires, la charte de valeurs, le plan de transition de la propriété. Une structure juridique solide, transparente, irréprochable. À 9 heures du matin, il appela le maire du village, demanda une rencontre en urgence. À 11 heures, ils étaient tous deux installés à la mairie, autour d'un café tiède. Théo déposa la chemise sur la table, ouvrit le dossier, expliqua point par point ce qu'il comptait faire,
transformer le domaine en une coopérative agricole à vocation sociale, ouverte aux habitants en difficulté, accueillant des familles rurales déplacées, proposant de la production maraîchère, de l'apprentissage en agroécologie, un espace éducatif pour les enfants, un centre de ressources pour les artisans de la région. Le maire, homme pragmatique mais profondément attaché à la terre, lut attentivement puis leva les yeux. C'est ambitieux, mais c'est propre et sincère. Ce n'est plus un projet personnel, c'est un engagement. Je ne veux pas juste préserver ce lieu, je veux le rendre utile, durable, résilient. Vous allez choquer du monde, dit le maire avec un sourire discret. J'espère bien. Quelques jours plus tard, Théo convoqua une réunion dans la salle commune du village. L'annonce s'était répandue rapidement. Théo Morel va parler. La salle était pleine, des anciens, des familles, des jeunes curieux. Clara était là, assise au premier rang avec Léo et Maxime, silencieuse mais droite, digne. Théo monta sur l'estrade improvisée, sans papier, sans discours écrit. Il parla simplement comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il raconta pourquoi il était revenu, comment il avait découvert Clara ici, comment il avait d'abord voulu qu'elle parte, puis comment il avait compris que ce lieu n'était pas seulement un souvenir familial, mais un territoire de sens à transmettre. Il raconta la lettre de son grand-père, les menaces de son frère, la visite des investisseurs, l'intervention de la mairie, les réparations, les travaux, les repas partagés, les jeux des enfants, les silences échangés avec Clara dans le jardin. Il raconta tout, sans chercher à se mettre en valeur. Et puis il dit « J'ai décidé de confier ce domaine à quelque chose de plus grand que moi. Ce ne sera pas une entreprise, ni un centre de loisirs, ni un terrain à rentabiliser. Ce sera une coopérative, une structure ouverte, gérée localement, avec des règles claires, une gouvernance partagée. Clara Dufour en assurera la direction. Elle connaît ce lieu, elle connaît la terre, elle connaît la nécessité. Moi, je vais investir, mais je ne dirigerai pas. Je serai là pour aider, pour travailler, pour apprendre cette fois. » Un murmure parcourut la salle. Certains acquiesçaient, d'autres semblaient choqués. Mais personne ne riait, personne ne contestait. Ce qu'ils voyaient devant eux n'était pas une figure médiatique en quête de rédemption. C'était un homme transformé par la vérité d'un lieu et la simplicité d'une présence. Ce lieu a besoin de bras, il a besoin d'idées, il a besoin de mémoire. Si vous êtes prêts, je vous invite à le faire avec moi. Pas pour moi, avec moi. Quand il descendit de l'estrade, il ne savait pas à quoi s'attendre. Ce fut Madame Lemoine, la vieille veuve qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt, qui s'approcha la première. Votre grand-père aurait approuvé. Puis ce fut René, puis d'autres, un à un, qui vinrent poser une main sur son épaule, ou simplement lui sourire. La décision qu'il avait crue radicale devenait soudain une évidence collective. Le soir, de retour au domaine, Clara l'attendait devant la porte. « Alors, c'est fait ? C'est fait. Et tu vas tenir. Je vais me battre pour tenir. » Elle hocha la tête, lentement. Puis elle dit, « Ce n'est pas toi qui m'as donné un toit, c'est moi qui t'ai offert un foyer. Ce que tu fais maintenant, c'est plus que me remercier. C'est rendre ça possible pour d'autres. » Théo la regarda sans détourner les yeux. Je ne pouvais pas imaginer faire autrement. Et dans cette nuit tombante, sans cérémonie ni drapeau, sans signature symbolique, une nouvelle ère commençait. La maison du grand-père devenait ce qu'il avait toujours voulu qu'elle soit, un lieu vivant. Un lieu qui accueillait, qui relevait, qui réparait. Et Théo, le PDG solitaire, devenait enfin autre chose. Pas un héros, un homme debout qui avait trouvé sa place. Les semaines qui suivirent la décision de Théo furent parmi les plus exigeantes qu'il ait connues, mais aussi les plus tangibles. Il n'y avait plus de place pour l'abstraction. Chaque jour apportait son lot de tâches concrètes, de problèmes à résoudre, de décisions à prendre non pour une entreprise cotée en bourse, mais pour une communauté fragile en train de naître. La coopérative était encore en cours d'homologation administrative, mais sur le terrain, elle existait déjà. Elle se matérialisait dans les gestes, dans les réunions improvisées dans la grange réaménagée, dans les appels lancés aux artisans locaux, dans les murs repeints, les canalisations réparées, les semis préparés pour la saison suivante. Théo n'était plus seul dans ses démarches. Clara avait pris pleinement possession de son rôle de gestionnaire. Elle ne cherchait pas l'autorité, mais elle l'imposait par sa compétence, son calme, sa connaissance intime des choses. Elle organisait les plannings, répartissait les outils, gérait les provisions.
Elle était partout, du lever du soleil au coucher, toujours présente, toujours juste. Elle savait écouter, trancher quand il le fallait, et corriger sans jamais humilier. Les gens du village l'avaient adoptée avec une rapidité silencieuse. Elle était devenue le cœur battant du projet, et Théo ne le contestait pas, bien au contraire. Les enfants, eux, s'épanouissaient. Léo, autrefois renfermé, avait trouvé un sens à ses journées. Il aidait à la serre, participait aux réparations légères, prenait des notes dans un carnet qu'il ne quittait plus. Il avait même commencé à esquisser des plans pour une cabane d'observation au sommet d'un arbre. Projet qu'il défendait avec un sérieux qui fit sourire tout le monde. Maxime, plus spontané, explorait le domaine avec une curiosité insatiable, posant des centaines de questions, allant d'un adulte à l'autre, avec cette innocence joyeuse que rien ne semblait altérer. Les voir courir dans les champs, grimper aux arbres, jouer entre les bottes de foin était devenu l'image quotidienne de la réussite de ce projet. Ce lieu n'était plus seulement réparé, il était réhabité. Chaque week-end, des habitants des alentours venaient prêter main forte. Des retraités proposaient de l'aide pour restaurer les murets en pierre. Des jeunes s'occupaient des travaux plus physiques, d'autres apportaient des plans, des outils, des idées. On parla bientôt de créer un marché local, puis d'organiser des ateliers de transmission de savoir-faire. Menuiserie, couture, apiculture, cuisine traditionnelle. Le projet prenait racine non seulement dans la terre, mais dans les esprits. Il ne s'agissait plus simplement de sauver une propriété, mais de recréer un modèle de vie autour d'un espace partagé. Théo, qui avait passé tant d'années à orchestrer des équipes de haut niveau depuis des salles de réunion vitrées, se retrouva à transporter des planches, réparer une clôture, faire la queue au magasin de matériaux avec un bon de réduction dans la poche. Il ne cherchait pas à être reconnu. Il apprenait. Il écoutait. Il testait des idées, proposait des améliorations logistiques, mais laissait Clara prendre les décisions de terrain. Il la respectait d'autant plus qu'elle n'avait jamais exigé cette place. Elle l'avait conquise par son engagement et sa cohérence. Un jour, alors qu'ils travaillaient tous deux à remettre en état l'ancien pigeonnier, Clara s'arrêta, leva les yeux vers Théo et dit « Tu sais que tu pourrais retourner à ta vie d'avant. Tu pourrais appeler un avocat, vendre ta part, quitter tout ça. » Il s'appuya sur une poutre, essuya son front et répondit sans hésiter « Et aller où? Pourquoi faire? Ce que j'ai ici, je ne l'ai jamais eu ailleurs, et je n'en veux plus d'autre. » Elle hocha la tête puis reprit sa tâche. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Quelques jours plus tard, la coopérative fut officiellement reconnue par la préfecture. Une cérémonie modeste fut organisée dans la cour du domaine. Le maire prononça un discours bref mais sincère. Les gens applaudirent. Certains versèrent quelques larmes discrètes. Théo, vêtu simplement, s'exprima en quelques phrases claires, rappelant que ce n'était pas une inauguration, mais un passage de relais, du passé au présent, de l'héritage à la construction, qu'il remercia Clara, nommée officiellement directrice de la structure, et conclut par une phrase qui devint rapidement un mantra pour tous les habitants. Ce lieu n'est plus une maison de famille, c'est une maison pour famille. Ce soir-là, un repas collectif fut partagé sous les guirlandes installées autour du vieux chêne. On mangea, on chanta, on dansa. Les enfants couraient jusqu'à la tombée de la nuit. Clara riait, entourée de ses voisins, et Théo, assis près du feu, les regardait avec une sérénité qu'il n'aurait jamais cru possible. Le domaine, autrefois vide et silencieux, était désormais vibrant. Chaque pierre remise en place, chaque planche clouée, chaque repas partagé, chaque parole échangée renforçait l'évidence. Il ne reconstruisait pas seulement un lieu, il reconstruisait du lien. Ce qui avait commencé par une intrusion illégale s'était transformé en renaissance collective. Et Théo, qui pensait venir chercher la solitude, avait trouvé un rôle, une équipe, une direction. Il n'était plus spectateur de sa propre histoire, il en était devenu l'un des bâtisseurs. Quelques mois avaient passé depuis la reconnaissance officielle de la coopérative rurale. L'hiver avait doucement cédé sa place à un printemps lumineux, et le domaine connaissait désormais une activité quasi constante. Les semis plantés en mars avaient poussé, les poules picoraient entre les arbres fruitiers, les herbes coupées laissaient apparaître les premiers sentiers soigneusement tracés à travers le potager et les nouveaux parterres de légumes. Les murs de la maison principale, longtemps marqués par l'abandon, avaient été repeints avec une teinte claire et chaleureuse. Les volets, eux aussi, avaient repris leur place, restaurés par un artisan local que Théo avait rencontré dans un café du village.
Tout autour, la vie circulait sans interruption. Ce matin-là, Théo se leva avant les autres. Une lumière douce baignait la cuisine. Il s'assit avec un journal à la main, posé sur la table la veille par un voisin. Un article en première page attira immédiatement son attention. Le titre, en lettres épaisses, disait « Un PDG redonne vie à un village, quand le capital s'efface devant l'humanité ». En dessous, une photographie en noir et blanc du domaine. On y voyait Clara accroupie dans le potager entourée d'enfants. Derrière elle, des bénévoles souriants travaillaient à côté des bâtiments rénovés. L'article, écrit par une journaliste locale, racontait avec précision l'histoire du domaine Morel. L'arrivée de Théo, la rencontre inattendue avec Clara, le refus de vendre, la transformation en coopérative, l'implication de la communauté, la fonction retrouvée du lieu. La journaliste décrivait les décisions prises, sans emphase, mais avec une rigueur rare. Elle insistait sur le fait que Théo n'avait pas cherché à en faire un coup médiatique, qu'aucune communication n'avait été orchestrée. C'était une habitante du village qui, émue par le changement radical de l'endroit, avait contacté la presse régionale. L'article avait ensuite été repris par plusieurs sites d'actualité nationaux, relayé par des groupes d'entrepreneurs sociaux, partagé dans les cercles d'économistes alternatifs. En quelques jours, la transformation du domaine Morel était devenue un symbole. Lorsque Clara entra dans la cuisine, les cheveux encore humides du matin, elle trouva Théo penché sur le journal. Il releva les yeux vers elle, posa le papier entre eux. « On parle de nous », dit-il. Elle lut en silence, sans commenter, puis leva un sourcil. « Ils exagèrent un peu. Peut-être, mais ils racontent l'essentiel. Pas ce qu'on a fait, mais pourquoi on l'a fait. » Les enfants arrivèrent peu après, affamés, bruyants. Le quotidien reprit ses droits. Théo, malgré la notoriété soudaine, continua de participer aux tâches habituelles. Il répara une barrière, organisa une livraison de terre végétale, répondit à une douzaine de mails de mairies voisines demandant conseil. Clara, de son côté, gérait les nouveaux contacts. Des familles en difficulté souhaitaient visiter. Des jeunes proposèrent de venir en stage ou en service civique. Des agriculteurs à la retraite offraient de transmettre leur savoir. La notoriété du projet n'eut pas pour effet de le dénaturer, au contraire. Elle renforça la responsabilité collective. Chaque membre de la coopérative se sentit encore plus impliqué, conscient d'être regardé, imité peut-être. Le maire proposa d'organiser une rencontre intercommunale pour étudier la réplicabilité du modèle. Une députée de la région se rendit sur place, discrètement, pour échanger avec les membres. Elle parla d'un projet de loi visant à encourager la reconversion de propriétés rurales en structures communautaires autogérées. Tout cela dépassait de loin ce que Théo avait imaginé lors de son retour, mais il ne cherchait pas à freiner le mouvement. Il veillait simplement à ce que l'âme du lieu, elle, reste intacte. Le soir venu, une réunion fut organisée dans la grange centrale, désormais aménagée en salle polyvalente. Autour d'une grande table en bois, Clara, Théo, les bénévoles, les habitants engagés dans la coopérative, se retrouvèrent pour discuter des projets à venir. Création d'un atelier textile, extension de la serre, achat d'un four à pain collectif, mise en place d'un programme éducatif pour les enfants du village. L'atmosphère était studieuse mais vivante. Les idées fusaient, les désaccords étaient exprimés sans conflit, les décisions prises à main levée, dans le respect de chacun. À la fin de la réunion, alors que les participants quittèrent la salle un à un, Clara s'approcha de Théo. Il rangeait les papiers, comme toujours méthodique. « Tu réalises ce que tu as déclenché ?» demanda-t-elle. Il sourit doucement. « Ce n'est pas moi, c'est nous, et c'est surtout toi. Non, c'est un acte, le tien. » Un refus de céder, une décision qui a tout changé. Il acquiesça humble. Il savait qu'elle avait raison, refuser la vente, accorder sa confiance à Clara, assumer le projet de coopérative. Cela n'avait pas été une stratégie. C'était un choix de rupture, un acte de courage. Et cet acte avait engendré un mouvement plus large, un mouvement dont il n'était pas le centre, mais le point de départ. Plus tard, allongé sur son lit, il relut une dernière fois la lettre de son grand-père. Les mots désormais résonnaient autrement. Il n'était plus un appel, mais une mémoire accomplie. Il se leva, rangea la lettre dans une boîte de bois, la referma soigneusement, puis la plaça dans la bibliothèque du salon. Elle avait fait son chemin. Il était temps qu'elle repose. Le lendemain matin, un nouveau groupe de visiteurs arrivait. Des éducateurs, des agriculteurs, des étudiants, des curieux.
Clara les accueillit avec son calme habituel. Léo guida la visite du potager. Maxime proposa des galettes qu'ils avaient préparées la veille. Théo, debout près du portail, observa la scène. Il n'éprouvait plus ni doute ni peur. Il savait désormais ce que signifiait le mot « appartenir ». Et ce qu'il avait cru offrir, un toit, un refuge, il l'avait lui-même reçu en retour. Le domaine n'était plus seulement un lieu, c'était une preuve que changer était possible, que rester debout, parfois, suffisait à transformer le monde autour de soi. Et cette vérité, née d'un geste simple, continuerait de se répandre, bien au-delà des collines d'Auvergne.